Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une revue un peu spéciale parce que comme je vous l'avais dit dans ma vidéo Pâle de Noël, donc que vous trouverez en barre d'infos, je me suis résolue à me faire une cure de young adulte français pendant les vacances. Donc voilà, j'ai lu 4 bouquins de young adulte, donc d'auteurs français. En fait j'en ai lu plus mais c'était américain donc ça compte pas. Et je me suis dit que j'allais vous faire un petit retour sur ce que j'avais lu, ce que j'avais aimé ou pas aimé dans tout ce que les auteurs français ont à nous offrir, parce qu'on parle beaucoup des auteurs américains, parce qu'ils produisent beaucoup, mais il ne faut pas oublier qu'on a de super bons auteurs chez nous, en France et en Belgique, et qu'il faut les promouvoir et parler d'eux quand ils font des choses bien, même si tout n'est pas bien. On est parti. Le premier livre dont je vais vous parler est mon coup de cœur ultime de ces vacances. C'est le livre avec lequel j'ai terminé l'année et commencé la nouvelle et qui était le point d'or de finale à une trilogie absolument incroyable. Il s'agit de Aulus, le tome 3 de La Voix des Oracles d'Estelle Faye, qui était à la fois tout ce que j'attendais et absolument rien de ce que j'attendais. Dans La Voix des Oracles, Estelle Faye nous entraîne sur les routes de la Gaule. L'Empire romain est à son paroxysme et elle va nous emmener suivre une jeune fille qui s'appelle Tia, qui est à la croisée des chemins en fait, puisque elle est née romaine, mais elle possède des pouvoirs d'oracle païen. Et elle est tiraillée entre ces deux mondes, c'est-à-dire son éducation de romaine et ses pouvoirs et la nécessité qu'elle a de s'en servir parce que sinon elle ne peut pas survivre comme ça. Et on va suivre son périple dans toute la Gaule pour essayer de sauver son père, puis ses amis, et franchement, mais lisez, voilà, c'est mon conseil. Lisez, si vous voulez une super série, lisez, je vous l'ai dit à chaque fois que j'en ai parlé, mais lisez-le. Le tome 1 est super, le tome 2 est absolument incroyable. Et à la fin du tome 2, Tia a un choix à faire qui est assez dramatique. Et j'avais très peur parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer dans ce tome 3 ? Qu'est-ce que Estelle Faye va nous pondre ? J'en avais aucune idée. Et elle est allée complètement dans un sens que je n'imaginais pas. Et c'était vraiment trop cool. Enfin, au début, c'est très perturbant parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends pas. Dans toutes les possibilités que mon cerveau malade a échafaudées, elle n'en a choisi aucune. Mais ça vaut tellement le coup parce que les personnages sont hyper attachants. L'histoire est très subtile. Il y a plein d'idées, il y a plein de réflexions qui viennent sur les religions, sur la famille, sur plein de choses. Et c'était vraiment super bien. La fin était trop bien, j'étais trop contente, j'ai pleuré, j'étais triste, mais c'était trop bien. Et franchement, voilà, c'était un de mes coups de cœur de 2016, c'est cette série. Lisez-la parce que c'est beau. Voilà. Donc, en 2016, j'ai également lu plusieurs livres que j'avais mis de côté dans ma palle pour attendre d'être en vacances, d'être bien posée pour les savourer. Et parmi eux, il y avait Méorex de Cindy Van Wilder, que j'embrasse si elle passe par là. On va suivre dans cette histoire Réa, une jeune fille qui a perdu sa mère il y a 1 an et qui est en conflit total avec son père et son frère jumeau, et on ne sait pas pourquoi. J'ai trouvé qu'il y avait une audace que je salue dans ce livre, et voilà, je voudrais lire plus de choses comme ça, que les auteurs prennent plus de risques. Montrez-nous des personnages de couleur, montrez-nous des personnages homosexuels, des personnages... voilà, il y a tout ça dans ce bouquin et c'est d'une fraîcheur, j'ai adoré ça. Je suis tombée en amour total pour Aki, le frère jumeau d'Auréa, qui est d'une délicatesse et ses sentiments sont très complexes et on ne comprend qu'à la fin pourquoi, mais c'était vraiment très bien fait. C'est vraiment pour moi le personnage qui sort vraiment du lot dans ce bouquin et que j'ai beaucoup aimé. Il y a plusieurs trames temporelles dans ce récit, et la seule chose que j'aurais regretté, c'est qu'on comprenne un peu trop vite pourquoi Aki est différent, enfin en tout cas quel est son problème et pourquoi il s'éloigne comme ça de sa famille. J'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai trouvé ça sympa. Par contre, j'ai eu un peu de mal au bout d'un moment à m'accrocher à Réa parce que j'arrivais pas à rentrer dans sa psyché, alors que pour Aki j'étais vraiment dedans. Et j'ai eu un peu plus de mal avec Réa sur la fin. Mais voilà, j'ai aimé cette espèce de... Ce huis clos était vraiment intéressant. Je pense qu'il y a de très bonnes idées. Je pense aussi que ce qui est vraiment à retenir dans ce bouquin, outre le personnage d'Aki, ce sont les questions qu'il soulève sur... je peux pas tout vous dire, mais il soulève plein de questions sur le deuil, sur l'amitié, sur les choix que l'on fait parfois. Et j'ai trouvé que c'était intéressant. Et j'espère que dans ses prochains romans, elle va pousser encore plus loin ces questions et ces réflexions qu'elle a,
qui m'ont fait réfléchir et que j'ai trouvé vraiment intéressantes. J'ai continué dans la série électrogène de Gulfstream et je me suis procuré, donc c'était en novembre, pour les Utopiales, le dernier livre de Agnès Marot, donc IRL, que j'avais très très hâte de lire, mais vraiment très très hâte, parce que je sentais qu'il y avait un truc vraiment hyper intéressant dedans, et je ne me suis pas trompée. IRL nous raconte l'histoire donc de Chloé, qui vit à Life City et qui a une vie parfaite, jusqu'à ce qu'elle se rende compte que sa vie n'est pas si parfaite que ça, et qu'il y a des caméras partout autour d'elle. Alors moi, je savais qu'il y avait une histoire comme ça dans le livre, enfin, je savais qu'il y avait quelque chose qui ressemblait au Truman Show, ou des choses comme ça, mais je m'attendais pas à ce qu'on nous le dise dès le début. Je pensais qu'on allait le découvrir en même temps qu'héroïne, mais en fait, vous allez très vite comprendre, enfin, je vais pas vous le dire, je vais pas envie de vous le spoiler, mais dès le premier chapitre, on vous pointe du doigt le problème parce que l'héroïne est au courant. Et là encore, on va suivre deux timelines, donc la timeline de la Chloé, qui sait ce qui se passe, et qui nous parle directement à nous, et qui nous explique des choses, et la timeline de la Chloé de l'époque avant qu'elle soit là devant nous à nous parler, à partir du moment où elle découvre qu'il y a des caméras partout autour d'elle. Et ça m'a vraiment surprise, et du coup, les premiers chapitres, j'avais vachement mal à rentrer dedans parce que c'était pas ce que j'attendais. Mais au bout d'un moment, j'ai réussi à m'accrocher parce que le personnage de Chloé dans la deuxième timeline, donc celle qui nous parle directement, est très intéressant et elle est pleine d'ambiguïté, elle est pleine de colère, elle a beaucoup de choses à dire et j'ai trouvé ça super bien fait. Donc pour moi c'est la timeline qui fonctionne le mieux, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Et encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de choses à retenir de ce bouquin. Enfin moi je me suis posé beaucoup de questions en lisant ça, sur tout ce qui est réseaux sociaux, intelligence artificielle, sur tout ce qui est la vie virtuelle en fait par rapport à la vie réelle. J'ai trouvé ça vraiment vraiment très intéressant. Je trouve que l'auteur soulève vraiment des questions très pertinentes. Du coup, j'étais vraiment happée par la timeline où elle nous raconte ce qui se passe, que j'avais vraiment envie de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'as compris? Qu'est-ce que t'as fait? Raconte-nous ta vie! Et du coup, j'ai vraiment bien aimé ce bouquin-là. Ça pêche sur quelques petites choses, mais franchement, je l'ai dévoré d'une traite, quoi. J'étais trop à fond. Et les 400 pages et quelques sont passées, mais comme une lettre à la poste, c'était génial. Le livre dont je vais vous parler, le dernier, c'est Ma déception de 2016. J'avais toujours entendu que de son cloche, soit des gens avaient adoré, soit des gens avaient pas du tout aimé, mais continuaient à le lire, et je me trouve totalement dans la deuxième catégorie. C'est-à-dire que j'avais beaucoup de choses à reprocher à ce bouquin, autant sur le choix des personnages, la représentation des femmes dans ce livre, mais aussi sur l'intrigue qui est à mon avis gâchée. Mais j'ai quand même envie de savoir la suite, parce que je trouve qu'il y a un pitch et une idée qui sont absolument géniales. Et ce livre, eh bien, c'est Phobos de Victor Dixon. Donc Phobos nous raconte l'histoire d'un pays en crise, l'Amérique, où la NASA a dû être privatisée afin de pouvoir relancer la conquête spatiale et notamment la conquête de Mars. Et la nouvelle boîte donc, qui a privatisé la NASA a décidé pour financer cette expédition de créer un immense programme de télé-réalité dans laquelle on va envoyer 6 jeunes filles et 6 jeunes garçons dans une colonie sur Mars, mais pour que cette colonie puisse vivre, ils vont avoir donc 4 mois ou 5 mois de voyage pour faire du speed dating et se trouver leur âme sœur parmi les gens qui sont à bord. Et je trouve que l'idée est vraiment cool parce que c'est le genre de débordement complètement ahurissant qui pourrait totalement arriver dans 20 ou 30 ans. Franchement, ça me paraîtrait pas du tout illogique. Enfin, vu comment on est parti dans les trucs de télé-réalité, ça pourrait tout à fait marcher et ça pourrait tout à fait arriver. En fait, on va suivre que les 6 jeunes filles, on ne va jamais quasiment voir les garçons ce qui se passe chez eux, mais on va suivre 6 jeunes filles qui ont été choisies par donc, une femme qui s'appelle Serena McBee, qui est la grande prêtresse de la télé-réalité aux États-Unis, et qui donc a sélectionné dans le monde entier des jeunes filles, 6 jeunes filles et 6 jeunes garçons qui vont donc partir sur Mars. Elle les a formés à savoir piloter des vaisseaux, il y en a qui sont médecins, il y en a qui sont planétologues, il y en a qui sont biologistes, etc. afin qu'ils aient toutes les cartes en main pour pouvoir survivre sur Mars. Et donc on suit Léonore qui est une Française, et je trouve que déjà au niveau de la représentation, il y avait de l'idée, parce qu'on trouve... il y a une jeune fille de couleur, je crois, qui est indienne. Sinon, on a une américaine, une anglaise, donc une indienne, une française, une allemande, une dernière dont je ne me souviens même pas. Et on a 6 jeunes garçons qui partent, dont un japonais, un chinois... Ah oui, il y a une chinoise chez les filles aussi. Un japonais, un chinois, un africain, un brésilien. Enfin, au niveau représentation culturelle, c'est assez bien fait, et ça, j'ai bien aimé. Et donc, on va suivre uniquement les jeunes filles donc, qui partent à l'aventure. Et Léonore, qui est le personnage principal, est française,
Et au début, je trouvais que c'était hyper prometteur parce que Léonore, elle vient d'un orphelinat, elle a été abandonnée à 3 ans par ses parents. C'est une artiste, elle dessine, elle peint, elle a un univers intérieur qui a l'air très très riche. Et elle dit, voilà, moi j'ai 18 ans, ma vie ça a été de la merde, du début à la fin, voilà, j'ai vécu dans un... C'était horrible. Et je vais pas sur Mars pour trouver l'amour, je vais sur Mars pour tout recommencer à zéro, pour être une star, pour avoir la chance d'être nourrie, logée, blanchie, pour pouvoir faire tout ce que je veux dans la vie. Voilà, elle a un vrai but, elle se dit, moi l'amour c'est pas mon truc, j'y vais parce que je veux faire quelque chose de ma vie, je veux accomplir quelque chose, et c'est pas en restant sur Terre que je vais y arriver, parce que de toute façon, on me reconnaîtra jamais pour ma propre valeur. Donc elle part. Et franchement, j'adhère totalement à ce discours, vas-y, meuf, t'as rien, ben vas-y, t'as rien à perdre, t'as tout à gagner, go. Donc elle part. À partir de ce moment-là, il y a eu 2 problèmes majeurs qui m'ont perturbée dans le livre, donc déjà la représentation féminine et l'intrigue. La représentation féminine se casse très vite la gueule, dans le sens où ces jeunes filles qui ont été formées, qui ne sont pas bêtes, qui sont même intelligentes pour la plupart, qui ont un cerveau, vont très vite passer leur temps à ne faire que parler de garçons et de speed dating. Et je trouve ça très dommage. Sans parler également de la représentation des femmes qui sont toutes très mignonnes, très sympas. Enfin, elles sont toutes bien roulées, elles ont été choisies parce qu'elles étaient bien roulées. La représentation du corps de la femme, zéro, quoi. Enfin, non, toutes les femmes ne sont pas des canons. Ok, elles ont été choisies pour un programme de télé-réalité, mais non, quoi. Le seul point commun qu'elles ont, c'est qu'elles sont soit orphelines, soit reniées par leurs parents et que personne ne viendra les réclamer s'il se passe quelque chose de pas bien. Sympa. Je veux dire, on aurait pu trouver une nana... Enfin, je sais pas, moi ça m'a perturbée. Le seul bon point, je trouve, là-dedans, c'est l'un des garçons qui a un problème physique, qui n'est pas trop mis en avant, enfin, qui n'est pas très présent et pas très visible dans ce tome-là, mais qui, à mon avis, va prendre de l'importance dans les autres tomes, parce que ça va vraiment avoir son importance. Et j'ai hâte de savoir comment ça va se passer pour lui, parce que pour le coup, lui, je l'aime bien. Mais voilà, j'ai trouvé ça dommage que très vite Léonore abandonne tous ses rêves et son caractère pour devenir seulement la pauvre fille perdue entre 2 garçons qui ne sait pas lequel choisir et qui ne veut blesser personne mais qui veut quand même trouver le grand amour parce qu'après tout, elle va devoir vivre avec lui alors il temps qu'il faut qu'elle l'aime, c'est mieux, non? Enfin voilà, moi ça m'a super saoulée, j'étais super déçue. J'étais aussi très déçue de l'intrigue parce qu'on se rend compte très vite qu'il y a un problème dans cette mission. Que ce soit sur le vaisseau ou sur la base sur Mars, on comprend très vite qu'il y a un problème. Et je vais pas vous le dire parce que de toute façon, vous allez le savoir au bout de 5 chapitres. C'est-à-dire qu'au bout de 5 chapitres, il y a cette scène absolument scandaleuse où tous les méchants sont réunis autour d'une table et où ils s'expliquent entre eux leurs propres plans qu'ils ont mis au point ensemble. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, ils n'ont pas besoin de s'expliquer leurs plans puisque c'est leur plan. En plus, on parle d'une assemblée qui est prête à zigouiller ses membres un par un s'il y en a un qui a le malheur de laisser échapper un mot de travers. Et ils vont prendre la peine et même le risque de se répéter leur plan ultra secret de la mort qui tue parce que il faudrait bien que le lecteur le comprenne ce plan. Non, il n'y a pas de moyen plus subtil de faire ça, ou 2, le moyen de garder le secret un petit peu plus longtemps pour qu'on ne soit pas spoilé dès le début. Enfin, moi, j'ai trouvé super l'idée qu'on nous dise qu'il y a un souci, mais je m'attendais à ce que le souci ne soit révélé qu'à la fin du tome 1, au plus tôt, ou dans le tome 2 quand ils arrivent sur Mars, parce que... On n'a pas besoin de savoir ça maintenant, enfin voilà, créer de la tension, laisse-nous dans le suspense, quoi. J'étais très déçue. La gestion des méchants est vraiment plus qu'approximative. Ils ont aucune profondeur, aucun charisme. On essaie de nous faire passer que Serena McBee, c'est la marionnettiste en chef de tous ces trucs-là, mais franchement, voilà, c'est pas hyper convaincant, j'ai trouvé. Et il y a ces passages avec Andrew, donc le fils d'un des membres de ce groupe de méchants, qui sont intéressants en soi, les passages, parce qu'ils apportent quelque chose, un nouveau point de vue et quelque chose d'extérieur à toute cette grande machination, mais qui ne m'ont pas plu plus que ça parce que le personnage est très caricatural, dans le sens où donc, ce garçon a de graves problèmes avec son père, daddy's issues, où lui il voulait absolument aller sur Mars mais il n'a pas été retenu et donc il en veut à son père. Et donc il est complètement schizophrène ce garçon parce qu'il passe de je déteste mon père, il m'a pas laissé partir à oh mon père est mort mais pourquoi je suis trop triste et mais non mais il m'a menti toute ma vie et mais en fait peut-être qu'il avait une bonne raison de le faire et peut-être que je devrais avoir foi en lui et savoir pourquoi il a fait ça et tout ça en 2 semaines. C'est non, je veux dire, même si émotionnellement tu es au bout de ta vie, à un moment tu te focalises sur une seule émotion, c'est le processus du deuil, ça dure un certain temps. Et du coup, voilà, c'est dommage parce que ces passages à lui étaient très intéressants. C'est le personnage le plus proactif de toute l'histoire. Mais voilà. Sur ce, c'est tout pour cette petite vidéo review. J'espère qu'elle vous a plu.
Je sais que je mâche pas trop mes propos dans cette vidéo vis-à-vis de Phobos notamment parce que j'ai été vraiment déçue. En fait, je m'attendais pas du tout à ça. Et j'étais très déçue parce que j'attendais d'être surprise en bien et que le début me laissait penser que j'allais être surprise en bien. Et voilà. Par contre, c'est vrai que je trouve le concept vraiment intéressant et j'ai quand même envie de savoir la suite parce que j'ai envie de savoir comment ils vont s'en sortir parce qu'ils sont quand même dans une situation assez dramatique même s'ils sont pas au courant. Et voilà, j'ai vraiment envie de savoir, mais je regrette les facilités qu'a pris l'auteur. Il aurait pu faire un truc vraiment super, et voilà, je trouve ça un peu dommage. J'espère que vous m'en voudrez pas. Sur ce, ben, je vous embrasse très fort, j'espère que vous allez faire de très belles lectures, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!